Salut, j'espère que tu vas très bien. Ce podcast est prévu pour être publié le jour où Soleil et Pluton feront leur conjonction en 2022. Et pas parce que cette information, l'information que tu es sur le point d'écouter, ne concerne que la conjonction Soleil-Pluton, mais parce que cette conjonction entre le code de lumière maximale en astrologie qu'est le Soleil et le code d'obscurité maximale en astrologie qu'est Pluton, s'agit de mettre de la lumière là où il n'y a pas de conscience, d'éclairer là où on n'est pas en train de voir parce qu'il y a trop d'obscurité, d'illuminer des situations qui ne marchent plus pour nous, qui ont marché pendant un moment par des stratégies de l'ego, on va développer ça tout à l'heure, et qui demandent en ce moment d'être écartées. Ou plutôt, j'ai envie de dire, je ne trouve pas le bon mot, parce que ce n'est pas éliminé non plus, mais on va dire éliminé. Ok? Parce que sinon, on va pas s'en sortir dans les explications éternelles. Et tu vas comprendre immédiatement pourquoi j'ai un problème avec ce mot écarté ou éliminé. C'est que le hic de toute la question avec Pluton, c'est que ce n'est pas une question d'éliminer, ce n'est pas une question d'écarter, tu vois, ce qu'on a trop tendance à faire quand quelque chose nous dérange. Genre, enlève-moi ça, dégage-le. Le processus plutonien demande une transmutation, une transformation, une alchimisation. Et la raison pour laquelle les termes éliminés ou écartés me posent problème quand je parle de processus plutonien, c'est bien la symbolique du code Pluton. Pluton n'élimine pas, même si à un moment donné j'ai pu le dire. Par le passé, je suis en train maintenant d'en prendre conscience. Pluton n'écarte pas. Pluton transforme ou demande, exhorte à la transformation, à la transmutation. Avec Pluton, on identifie ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus au service de la vie, de la force et de la pulsion de vie, et on le transforme pour le remettre au service de la vie. Et la raison pour laquelle je viens te parler de tout ça aujourd'hui, c'est justement parce que lors des conjonctions Soleil-Pluton, nous avons énormément d'énergie disponible pour mettre de la lumière là où il y a beaucoup d'obscurité en nous et pour incarner, démarrer un processus d'incarnation, de transformation et de transmutation qui va durer le cycle entier. Un cycle qui dure environ 1 an, dont je laisserai les dates importantes des moments importants de ce cycle astrologique qui sont la conjonction, donc forcément, le carré d'ouverture, l'opposition, le carré de fermeture et la conjonction suivante, qui vont nous donner les repères de ce cycle de transformation, mais qui en plus, en 2022, ce cycle est particulièrement important pour plusieurs raisons que je ne vais pas aborder dans ce podcast parce que je vais les aborder au cours du live de la semaine qui aura été publié juste avant ou qui sera publié juste après ce podcast. Et comme d'hab, je te laisserai les liens vers toutes les sources d'informations complémentaires et pertinentes par rapport à ce sujet par écrit. Ces deux codes, Soleil et Pluton, sont fortement reliés à la notion d'ego dans toutes les dimensions et toutes les compréhensions du terme. Depuis la perspective ésotérique de l'astrologie, le voyage de découverte de soi se passe entre le Soleil et Pluton en passant par toutes les stations des différentes planètes. C'est un voyage d'aller et de retour, de la source de lumière au point de plus grande obscurité pour apporter de la lumière et de retour au soleil. Je suis pratiquement sûre que tu as déjà entendu parler de ce fameux voyage de retour au soleil, de retour à la source. J'ai donc estimé que le moment était super opportun de par la très forte charge d'énergie plutonienne qu'il y a au moment où cette conjonction Soleil-Pluton se tient et comment elle va s'étendre dans le temps pour publier une série de leçons pour explorer le concept de l'ego, pour présenter les différentes étapes de prise de conscience de l'ego et pour te proposer aussi plusieurs exercices pour travailler sur l'ego, ce qu'on appelle en anglais ego work, qui est complémentaire au travail de shadow work, le travail de l'ombre.
Et dans cette capsule, dans ce podcast en particulier, on va commencer à explorer le concept de l'ego, parce que c'est un sujet vaste et richissime, et il existe de très nombreuses façons de le comprendre, de le décrire et de le définir. L'intérêt ici étant de te donner suffisamment d'informations pour que tu arrives à une compréhension multidimensionnelle de ce concept qui est tellement important dans ce qu'est l'expérience de vie ici sur Terre, l'expérience de vie humaine et le travail évolutif qu'on est amené à faire. Alors commençons. À un niveau psychologique, l'ego est l'identité que chacun de nous se forme de soi-même. Chaque fois qu'on dit « je suis », c'est l'ego qui s'exprime, et avec laquelle on a une forte identification compte tenu de nos traits de caractère, nos expériences, nos croyances, nos habitudes, notre style de vie, etc., etc. J'ai lu quelque part une phrase qui décrit cette dimension très joliment, mais malheureusement je ne me souviens plus de la source. L'ego est la mesure dans laquelle la conscience s'identifie avec la personnalité terrestre. Sur le plan émotionnel, l'ego est plutôt une stratégie, connue aussi comme mécanisme de défense, que l'identification, dont je te parlais tout à l'heure, de nous, a cru devoir mettre en place à un moment donné pour nous protéger de situations profondément douloureuses. Personnellement, je conçois l'ego comme une série de costumes, de tenues, d'uniformes. C'est comme cela que je le vois, c'est comme ça que je le travaille dans mon parcours personnel de développement et de conscience. Et c'est cette métaphore que j'utilise également dans mes consultations avec mes coachés. Ma compréhension de l'ego comme costume, tenue ou uniforme est la suivante. C'est comme je mets un pyjama pour aller dormir. Comme je mets un maillot pour aller à la plage et comme je mets une tenue en particulier pour aller faire du sport, j'ai une identité comme fille de mes parents qui est différente de mon identité comme professionnelle, comme coach par exemple, comme astrologue, qui est différente de mon identité comme gérante de mon entreprise, etc., etc. Et tout comme je n'oserais jamais me présenter au mariage de ma meilleure copine en maillot de bain, et tout comme je ne mets pas ma meilleure tenue de soirée pour aller dormir, je ne présente pas mon identité comme fille de mes parents lorsque je suis en train de discuter avec ma comptable sur le bilan de mon année fiscale, par exemple. Et je n'arrive pas avec mon identité de coach quand je vais boire un verre et danser en boîte avec mes copines. C'est comme ça que moi, j'entends l'ego. Et jusqu'à là, tu vas me dire, tout va bien, non? C'est quoi le problème avec l'ego? Il n'y a pas de problème avec l'ego, il y a quand même un discours qui s'est fait et qui a pris de l'ampleur, comme si l'ego était vraiment un truc à bannir. Non, l'ego, il a aussi ses côtés importants, et on va en parler aujourd'hui un peu, et dans les suites de leçons, on va l'explorer un peu plus profondément. Mais si on veut parler d'un problème avec l'ego, parce qu'il y en a quand même des problèmes qui découlent de l'ego, c'est quand on s'accroche bec et ongle à un ou à une certaine quantité de costumes de l'ego et qu'on perd la notion que c'est un costume, que c'est juste une tenue, un uniforme, et qu'on voit le monde à travers ce filtre unique et qu'on se dit « Ah ben moi je suis ça et puis c'est tout ». Ce qui forcément fait que ça exclut toute autre dimension de moi possible. C'est réducteur, c'est limitant. Ça va à l'encontre de vivre une expérience de vie riche et expansive. Ça la circonscrit à un aspect, un costume, un rôle. Plus l'identification est forte avec ce costume et ce rôle que nous nous sommes attribués nous-mêmes, et normalement de façon totalement inconsciente et poussée par nos conditionnements d'ordre surtout émotionnel, plus nous rejetons tous les autres rôles, plus nous nous encastrons dans une vie unidimensionnelle, et bien sûr que plus nous sommes malheureux et moins nous sommes épanouis. Parce qu'en vrai, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et nous sommes ici pour expérimenter autant que possible dans toutes les dimensions possibles. Donc, quand nous nous limitons à une seule dimension, nous sommes en train de rater une de nos missions principales sur Terre.
Maintenant, à un niveau métaphysique, sur un plan plus métaphysique, l'ego représente l'épreuve, entre guillemets. Nous, en tant que conscience intelligente ou âme, venons à l'université de la Terre, ou à l'école de la Terre, si tu veux la voir comme ça, pour apprendre à maîtriser la matière afin de créer des réalités. Mais dans cette formation et entraînement que représente l'école de la Terre que nous venons faire ici, notre ego représente les épreuves que nous venons surmonter. L'ego représente à la fois, à un niveau métaphysique, la voie, les enjeux et les défis du plus grand travail que nous sommes tous venus faire, qui est l'intégration des polarités. Nous arrivons dans un état d'union avec le tout. Quand nous sommes déjà dans le ventre de notre mère, nous sommes dans cet état d'union avec le tout. Il n'y a aucune séparation. Puis, du moment de notre naissance, nous démarrons un processus d'individuation qui va prendre plusieurs années. Ce terme a été décrit par Jung. Et dans ce processus d'individuation, nous trouvons notre individualité, notre côté aussi unique, nos singularités. Dans ce processus, nous nous séparons du tout et la séparation est douloureuse. Et c'est là que commence le travail spirituel. Parce que ici, je te parle de métaphysique, ok ? On est dans le volet métaphysique en ce moment. Donc, c'est cette douleur qui nous fait chercher la voie de la connaissance et de la reconnaissance de nous-mêmes pour ensuite cheminer la voie de l'intégration des polarités. Et celui-ci représente le processus initiatique le plus difficile sur Terre. L'identification de nos polarités et de nos tendances à nous polariser d'un côté et d'un autre, tout en développant notre sens du discernement, qui est une autre initiation très difficile, puis l'intégration, arriver à cheminer la voie du milieu. Et en fait, je suis consciente que l'explication, en plus d'être belle, elle est plutôt facile. Je te l'explique comme ça, comme si c'était un truc facile. Mais en faire l'expérience est autre chose, tout autre chose. À un niveau spirituel, l'ego s'entend comme tout code négatif qui a été crypté dans le psychisme de la personne. Au cours de cette vie, mais aussi au cours de vies antérieures. Et d'ailleurs, une énorme partie du travail d'éveil de conscience et d'éveil spirituel consiste à réaliser que l'ego existe et à être capable de l'observer depuis un espace de détachement sain, d'être capable de se relier à cet ego et d'accepter son existence sans que ça provoque en nous de fortes réactions émotionnelles. Ce travail, qui s'appelle Ego Work en anglais, donc travail sur l'ego, je ne sais pas exactement comment il s'appelle en français, représente une très grande partie du développement spirituel et de la maturation émotionnelle d'une personne, qui consiste à prendre conscience des mécanismes de l'ego afin de les observer et de les intégrer. Même si, détrompons-nous, ce n'est pas parce que nous sommes sur une voie de découverte spirituelle que nous sommes totalement libérés de l'ego. La notion d'ego spirituel et ces techniques de contournement appelées bypass spirituel sont bel et bien réelles. Il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo au sujet du bypass spirituel que je te laisserai par ici quelque part parce que elle est importante. Ça fait partie du travail de prise de conscience de l'ego. L'ego spirituel est un autre costume de l'ego, tu vois ? Ah, et avant de continuer, je voudrais quand même préciser un dernier petit truc. Ce n'est pas parce qu'on est dans une voie spirituelle qu'on est en train de travailler l'ego, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une voie spirituelle qu'on n'est pas en train de travailler l'ego. On n'a pas besoin d'aller dans un centre faire du ego work avec ce nom et avec ce label pour être en train de faire du travail sur l'ego. Il y a des personnes qui ne savent même pas que le ego work existe et qui ont la capacité de s'observer, de se remettre en question, de confronter leurs parties d'ombre et de les dépasser. Et dans ce processus-là, devenir lumineuses pour elles-mêmes et pour leur entourage. Et ce, sans avoir suivi une voie spirituelle comme la convention veut nous la vendre aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'appareillage spirituel pour faire un travail de qualité, de connaissance de nous-mêmes et de dépassement de nous-mêmes. Après,
Si l'appareillage nous aide, moi je veux bien, les pierres, la méditation, le reiki, etc., etc. Et ce sont carrément des outils très efficaces. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans cet appareillage-là qu'on est en train de faire un travail de qualité. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans cet appareillage-là qu'on n'est pas en train de faire un travail de qualité. Et je tenais quand même à clarifier ça. Je pense que c'est important de le dire. Parce que dans cette capsule, dans ce podcast, on est en train de parler de l'ego et que l'ego, il a tendance à vivre de son costume et de ses appareillages. Donc c'est pour ça qu'il y a l'ego spirituel. Ces personnes qui pensent que parce qu'elles ont déjà commencé un parcours, parce qu'elles savent déjà quelque chose, parce qu'elles ont lu quelques livres, etc., etc., elles sont dans une position de supériorité, elles sont éveillées et que les autres sont endormis, et toute une série de situations que j'ai déjà exposées, comme je te disais tout à l'heure, dans la vidéo que je te laisserai linker par ici. Bon, continuons. L'ésotérique ancienne présente l'ego comme ce personnage démoniaque qui nous tente et qui nous fait tomber dans des processus de décadence et de dégradation de la conscience. Le diable, les démons, les anges déchus, les péchés capitaux, tout ça ne sont que des métaphores pour personnifier le tentateur, l'ego, la marque de la bête. Dans cette compréhension, appliqué in real life, l'ego vient être alors cette voix intérieure qui n'a jamais du bon à dire, ni de nous, ni des autres, ni de nos projets, ni de nos ambitions, ni de nos rêves, ni de nos compétences, ni de rien du tout. C'est la voix qui te compare aux autres et qui te fait sentir inférieur. C'est la voix qui te coupe l'élan d'entreprendre en te disant à quel point tu es nul, à quel point tu l'as été par le passé et à quel point tu vas échouer dans l'avenir. C'est la voix qui te fait culpabiliser quand enfin tu t'offres le cadeau de penser à toi et de t'occuper de toi-même. C'est la voix qui te juge et qui t'exige des résultats spectaculaires et rapides tout en te comparant à tous les autres qui ont déjà eu d'après cette voie, des résultats comme ça, etc., etc. Tous les messages de l'ego ont pour caractéristique de nous plomber le moral, de nous enfoncer, de nous mettre dans un état de très basse fréquence vibratoire et de dégrader notre niveau de conscience, comme je te disais tout à l'heure. Nous perdons de notre lumière à chaque fois que nous tombons dans les salades que nous raconte de l'ego. Et il y a même des personnes qui tombent totalement prisonnières des griffes de l'ego et qui se déconnectent de leur lumière et de leur capacité de recevoir et de donner de l'amour de manière illimitée et inconditionnelle et qui commencent à fonctionner avec des structures de personnalité égoïstes que la psychologie et la psychiatrie ont typifiées comme par exemple le narcissisme, la sociopathie, la psychopathie, etc., etc. Ces personnes, à force de se polariser du côté de l'ego, qui est le pôle extrême de l'énergie masculine, oublie comment recevoir et donner de l'amour. C'est pour cela que parmi les caractéristiques communes à ces troubles de la personnalité ou à ces pathologies que je viens de citer, on trouve toujours le manque d'empathie. Ces personnes sont déconnectées de leurs émotions et donc des émotions des autres parce qu'elles sont dans une vibration de peur constante et en mode survie constamment. Et en fait, cela, comme cité plus tôt, n'est qu'un mécanisme de défense. Pour certains cas, comme ceux que je viens d'exposer, poussés à l'extrême, c'est sûr, mais des mécanismes de défense, on en a tous. Et ça ne fait pas de nous des narcissistes ou des psychopathes. Il s'agit de stratégies de protection de nous-mêmes et de notre dimension psycho-émotionnelle que l'on a dû mettre en place dans le passé, qui ont d'ailleurs servi dans le passé. Ils nous ont permis de nous protéger, de nous mettre en sécurité, mais que nous avons installé en nous de façon permanente et que nous avons continué à les répéter et à les répéter sans tenir compte du fait que nous sommes des êtres en évolution. Et donc ces mécanismes qui nous ont servi à un moment donné quand on était plus vulnérable, quand on avait moins d'outils, quand on était moins armés pour gérer certaines situations ou les maîtriser, ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui.
Le truc est qu'à force de les répéter et de les répéter et de les répéter, eh bien on ne sait plus vraiment faire autrement. Et c'est cette sensation de « merde, je ne sais pas comment faire autrement », vécue de façon inconsciente, qui nous relie à nouveau à la sensation de peur, qui fait qu'on se sent à nouveau en danger, ce qui fait qu'on active nos mécanismes de défense. Et d'après toi, je te laisse deviner quels sont les mécanismes de défense qui vont apparaître en premier. Des tout nouveaux qu'on va s'inventer là sur le champ alors qu'on se sent en danger ? Ben non. Des vieux mécanismes de défense qui apparaissent presque automatiquement. On n'a presque pas d'effort à faire. Et c'est comme ça qu'on retombe dans les histoires que nous raconte l'ego pour valider ces stratégies obsolètes. Si nous utilisons une autre métaphore que j'emploie souvent sur notre dimension mentale comme un ordinateur, l'ego reviendrait à être un programme qui doit être surveillé de par la fonction qu'il a, car il peut causer de nombreux problèmes opérationnels et fonctionnels dans l'ordinateur. Ce programme stocke tout ce qui provoque la peur, la culpabilité, la honte, la frustration, tout ce qui représente une énergie régressive. Tout ça est stocké et se manifeste sous forme d'ego. Tout au long de notre expérience de vie, tout ce que nous vivons, qui est de l'information, est stocké en nous, dans nos différentes dimensions, comme par exemple dans le corps. D'ailleurs, certaines branches de la médecine parlent déjà de mémoire cellulaire et expliquent que tout, absolument tout, est mémorisé dans les cellules. Et que la capacité de mémoire cellulaire est immense, qu'elle garde toutes les informations sur tout ce que nous avons vécu ou ressenti depuis la vie intra-utérine, en passant par notre naissance, notre enfance, notre jeunesse, notre vie adulte, etc., jusqu'au moment présent. Si ceci se passe à la hauteur de nos cellules, ce n'est qu'une observation microscopique de ce qui se passe à une plus grande échelle ailleurs, dans nos corps et dans toutes nos autres dimensions, mentales, émotionnelles et même énergétiques, puisque notre champ énergétique garde également des informations. Tout ce à quoi tu t'exposes, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu reçois comme information quand tu rencontres d'autres personnes, tout cela reste imprimé en toi. C'est pour cela qu'il est tellement important de faire attention à ce que l'on consomme et aux espaces et aux personnes que l'on côtoie. Mais revenons à l'ego. Il faut comprendre que plus notre ordinateur reçoit de l'input négatif et moins on surveille ce programme, plus il devient envahissant. Plus il devient envahissant, plus il prend la main sur notre système d'activation réticulaire, duquel je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises. À chaque fois que Mercure rétrograde, eh bien, il va rétrograder dans bientôt là, je viens et je te rappelle l'importance du système d'activation réticulaire qui est ce filtre très peu médiatisé, dont on parle que très peu exploré par le commun des mortels, que nous avons en nous et qui est celui qui détermine ce que nous choisissons de retenir comme information de tout ce que nous expérimentons. Je veux dire retenir consciemment. Ce filtre se paramètre automatiquement. Si tu ne connais pas ce qu'est le système d'activation réticulaire, je te recommande fortement de faire une recherche sur Internet et passer quelques temps à comprendre comment il fonctionne. Je te vraiment encourage à le faire. Ce filtre qui se paramètre automatiquement, comme je te disais tout à l'heure, le fait en fonction de ce à quoi nous donnons de notre attention, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, et de manière régulière. Moi, j'aime souvent comparer le système d'activation réticulaire à l'algorithme de Spotify, qui d'après moi est des plus performants, plus que celui de YouTube et plus que celui d'autres plateformes. Tu ne parles pas avec Spotify pour lui expliquer ce que tu aimes écouter ou autre. Tout comme tu ne parles pas avec la vie ou l'univers pour leur faire savoir ce que tu voudrais vivre comme expérience et matérialiser. Sur Spotify, tout ce que tu fais est observé et retenu par l'algorithme qui va ensuite adapter ses suggestions et ce que tu verras sur ta page d'accueil par exemple, pas en fonction du mini-test de préférence que tu as répondu quand tu t'es créé un compte, non,
en fonction de ce que tu fais tous les jours, de ces trucs que tu écoutes en boucle. J'en ai fait la preuve, je te l'assure. J'ai même créé, je suis allée jusqu'à créer un compte fake pour tester l'algorithme Spotify. Et même si tu penses que je suis cinglée et que je n'ai certainement pas autre chose à faire, s'il te plaît, ne me juge pas. C'est ma façon de comprendre la vie et ce qui m'entoure en expérimentant. Et puis c'est sympa parce qu'ensuite je peux venir te partager les résultats de mes recherches. Donc ce que j'ai observé, c'est que malgré les préférences que j'ai indiquées lors de la création du compte, qui pour le coup j'avais dit que j'adorais la musique latine, la salsa, le son cubano, etc., c'est mes choix de musique de tous les jours qui ont décidé de ce que Spotify choisissait de me recommander et mettre dans ma page d'accueil. Et quand j'ai souhaité que Spotify commence à me recommander autre chose et que les choses changent dans ma page d'accueil Spotify, il m'a fallu juste modifier le type de musique que j'écoutais. Notre dimension mentale et le paramétrage du système d'activation réticulaire fonctionnent vraiment très collés à ce que je viens de t'expliquer ici. Ce n'est pas ce que tu dis ce qui décide, c'est ce que tu fais et ce que tu entretiens comme pensée, ce qui va paramétrer ton filtre. Lorsque le contenu de l'ego n'est pas conscient et il devient beaucoup trop envahissant, il prend totalement la main sur le système d'activation réticulaire. Et notre filtre, paramétré selon les peurs, les blocages, les croyances limitantes, commence à retenir des informations venant du monde extérieur en résonance avec tout cela. Comprendre et savoir ceci est super important. Tout d'abord parce qu'il faut mettre ce processus en lumière pour que tu en prennes conscience et ensuite pour que peu à peu tu reprennes la main dessus. Parce qu'il est parfaitement possible de le faire et de reparamétrer autrement tes filtres, baby step par baby step bien sûr. Le truc avec l'ego est qu'il fait partie intrinsèque de notre expérience de vie en 3D et de notre construction psychologique. Spirituellement ou évolutivement, il représente la plus grande épreuve à surmonter, celle du discernement, qui, comme je te l'ai déjà mentionné, est une des initiations les plus difficiles dans l'école de la Terre. On parle souvent de mission de vie et on a tendance à la relier exclusivement à des matérialisations de type relationnel, genre ma mission de vie c'est trouver l'amour de ma vie, familial, genre ma mission de vie c'est avoir des enfants, fonder ma famille, professionnel, genre ma mission de vie c'est faire ce type de travail ou atteindre cette position ou écrire un livre ou voilà. Mais cette perspective est fausse, ou plutôt incomplète, elle est incomplète. La mission évolutive de chacun de nous, qui en astrologie s'étudie principalement sur l'axe nodal, le soleil, l'ascendant, le milieu du ciel, des points que nous avons déjà étudiés dans le dossier astrologie de l'épanouissement, elle est zéro reliée à forcer la matérialisation de quelconque chose dans la 3D. Et elle est plutôt tout à fait reliée à des expériences de vie qui ont été cumulées comme information dans l'ego, qu'il nous faut identifier et qu'il nous faut dépasser. Et qu'en faisant cela, l'algorithme de la vie commence à nous renvoyer une toute autre réalité, où d'autres possibilités deviennent faisables. Tu comprends ? Cela passe par confronter le fameux diable, le tentateur, l'éclairer de plein fouet avec la lumière de notre conscience. Tu te souviens qu'on parlait de cette métaphore au début de ce podcast ? Ne pas céder à ces mensonges, ne pas céder à ces manipulations, te focaliser sur ce qui est amour et lumière dans ta vie. Tout le reste est faux. La théorie du positivisme est basée sur ceci, mais le New Age transmet très superficiellement et très maladroitement cet enseignement, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer les souffrances, les blessures et les expériences douloureuses du passé et penser positivement avec la fameuse phrase que je déteste de plus en plus, « fake it till you make it », qui veut dire en gros « fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses ». Non, il n'y a pas de faire semblant ici. Il n'y a pas de faire semblant. Il y a de prendre conscience de ce qui fait mal dans les histoires de l'ego, de mettre en lumière avec de la bienveillance, avec de l'intérêt pour vraiment réussir à comprendre ce qui s'est passé et à accepter. Ça, c'est le shadow work, c'est le travail de l'ombre. S'occuper de son ombre d'un côté,
en conscience, en présence, avec du courage et de la détermination, et en ménageant les urgences de résultats qui font partie des mensonges de l'ego, parce que je veux illuminer toute mon ombre et me débarrasser à jamais de l'ego. Ça, c'est encore une salade gigantesque de l'ego. Donc faire son shadow work d'un côté, valider ses émotions, ses douleurs, ses souffrances, etc., les guérir et parallèlement entretenir la certitude intérieure que la voie est de lumière, ou plutôt que la voie est la lumière. La voie est la lumière, la voie est l'amour, la voie est la confiance, la voie est la cohérence, l'intégrité, l'apaisement, la sérénité, l'équilibre, l'épanouissement, la guérison, la paix. La voie est lumière et c'est la seule vérité. De l'ego, on ne s'en libère pas. Avec l'ego, on apprend à tisser un lien différent. On arrête de lui céder tout notre pouvoir. On reprend la main sur nos vies. Et ça se fait aussi par la voie de la volonté, vouloir le faire. On sait que l'ego est là et le sera à jamais tant que nous serons dans une expérience 3D. Il fait partie de notre construction psychologique sur Terre. Donc il sera là. Mais on apprend à l'observer et on apprend à l'écouter avec bienveillance et totale incrédulité. On apprend à l'intégrer. Comment on fait tout ça? Comme je te disais plus tôt, c'est ce qu'on appelle ego work en anglais. C'est le travail de l'ego qui va être le sujet de cette suite de leçons qui vont être publiées dans les semaines à venir et dont je laisserai les liens ci-dessous au fur et à mesure que je les publie pour que tu puisses les repérer. Les conjonctions Soleil-Pluton se produisent une fois par an et sont d'excellentes occasions de commencer à faire un travail sur l'ego, de commencer à faire un travail de ego work, avec courage, avec détermination, en présence et en pleine conscience.